Vous écoutez Oh ça va hein, épisode 4 avec Sandrine Rigaud. Je suis Océane Huertas et j'ai toujours éclaté les cases pour faire uniquement ce que je voulais. Et au fond, dans la vie, on a le droit d'essayer ce qu'on veut, d'être différent, même si personne ne pige rien à ce qu'on fait. Alors j'ai créé le podcast que j'aurais voulu avoir. Pas de mytho à 100K par mois, juste des parcours bruts, des gens qui montent des projets, qui créent, qui réussissent, ou parfois se cassent allègrement la gueule. Oh ça va hein, c'est des histoires, des tips, sans bullshit foireux. Aujourd'hui, on est avec Sandrine. Salut. Bonjour Sandrine. Alors, je te connais un petit peu, je sais que tu as un parcours atypique, et c'est pour ça que tu es avec moi aujourd'hui. Mais pour nos auditeuristes, il va falloir te présenter. Alors Sandrine, qui es-tu en 2 phrases? Challenge même en 140 caractères. Sandrine, 33 ans, community manager et réunionnaise. Ah wow. Queer aussi, queer. Queer, très important. Très important le queer parce que ça rentre dans le truc. Et raconte-nous ce que tu as essayé. Ce que j'ai essayé, la vie en général, ça compte ou pas? Ouais, ça compte. D'un point de vue professionnel, on va dire que je suis freelance. C'est un challenge de tous les jours. J'ai essayé le salariat, c'est pas pour moi. Pas du tout. Voilà. J'ai essayé. J'essaye encore. Le salariat, tu essayes encore? Bah non. Non, ça, le salariat, on abandonne. La dernière fois que j'ai été salariée, je suis sortie avec un burn-out, un gros burn-out. Donc je guéris encore. Donc non, le salariat, c'est plus pour moi. Ouais. Donc là, full freelance, community management, t'es orienté vers quel type de clientèle? Les artistes musique, principalement. J'ai la chance de travailler avec des artistes depuis 2 ans, du coup, maintenant. Je travaille aussi pour des festivals de musique. La culture, en général, à La Réunion, j'essaie de mettre la lumière, ou en tout cas, sur les artistes d'ici, et ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que t'as un taf sympa, toi, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre en freelance? T'as commencé le freelance juste après ton burn-out ou t'avais déjà testé avant? C'est quoi ton parcours par rapport à ça? Alors, pour le petit historique de qui je suis vraiment, j'ai quitté La Réunion en 2010. Je suis partie en Hexagone, on dit plus métropole, en Hexagone, pour faire mes études. Et j'y ai vécu 10 ans. J'ai travaillé là-bas en tant que community manager pour des maisons d'édition. Et en 2020, après le Covid, j'ai décidé de rentrer à La Réunion, à la maison, chez moi. Et je voulais garder mon taf. Voilà, parce que j'aimais énormément ce que je faisais. Et c'était le plus simple, c'était de passer en freelance. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après, quand ça s'arrête, le taf de l'Hexagone, tu te dis, en fait, j'ai pas de réseau ici, donc il faut que je m'en crée un. Donc je vais passer dans le salariat. J'ai fait 1 an de salariat, ça s'est très mal passé. Et je me suis dit, plus jamais. Et j'ai repris mon statut de freelance. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as vu des changements Entre ma première expérience de free et la deuxième? Oui, tout à fait. Sam qui n'arrive plus à faire des questions. Bonjour. Oh, t'inquiète. Est-ce que j'ai vu des différences entre ma première expérience de salariat, pas du tout, de freelance? Oui. La première expérience de freelance, en fait, j'avais plus de sécurité parce que je savais combien je gagnais par mois. Je savais que j'avais des clients sur du long terme. Et je travaillais pour des maisons d'édition, donc je savais exactement ce que je devais faire, comment je devais le faire, à quel moment je devais rendre mon travail et quand est-ce que je recevais mon argent, en gros. Et la deuxième expérience, en fait, comme j'ai décidé de travailler uniquement avec des acteurs réunionnais qui mettent en avant la culture réunionnaise, on sait qu'ici, il y a moins de budget, il y a moins de contacts. En tout cas, il faut se faire sa place. Donc, c'était un peu plus challengeant, on va dire, et un peu plus inquiète, on va dire, sur la deuxième expérience. Ouais. Et du coup, ça a été quoi ta plus grande peur quand tu t'es dit, vas-y, je me jette à l'eau, je pars en free, fuck le salariat La première ou la deuxième fois? Les deux, tu sais quoi, si tu veux. La première, c'était en mode trop bien, la liberté, trop cool, putain, je vais enfin faire ce que je veux, comme je veux, au rythme que je veux. La deuxième, ça a été j'ai pas envie de le refaire. Et j'ai pas envie, mais en fait, c'est tout ce que je sais faire. Je sais pas si je dois me réorienter vers autre chose. Donc pour l'instant, on va faire ce que je sais faire. Donc on va remettre les pieds petit à petit dedans. Et au final, ça s'est très bien passé. Ok. Et dans ce parcours-là, dans ton burn-out avant de te remettre en free,
est-ce qu'il y a eu des éléments particuliers, tu penses, qui ont fait que quand tu t'es mis en freelance, tu t'es dit ça, toute seule, il faut absolument que je le reproduise. Pas du tout, parce que ça me fait pas du bien et je dois absolument éviter ça. Waouh. Est-ce que... Je sais pas, en fait. En fait, moi, la grande différence entre le salariat et le freelance, c'est les gens. Et moi, toute seule, je ne peux pas le reproduire, ça. Avoir des gens autour de moi, avoir des gens bruyants, des gens qui te parlent sans arrêt, qui te coupent dans ton travail, c'est tout ce que je ne voulais pas reproduire. Parce qu'en fait, alors pour information, pendant mon burn-out, on va dire, j'ai consulté un psy parce que j'allais pas bien du tout. Et en fait, on a découvert que j'étais autiste et aussi TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Et qu'il y a plein de choses qui font que je ne peux pas rester dans un open space, par exemple. Je ne peux pas travailler dans un open space sans casque, anti-bruit, sans mon confort à moi. Et ça, je voulais absolument pas le reproduire, pas du tout. Et le free me permet de faire ça, c'est d'être seule et de m'organiser seule. Et moi, c'est tout ce que je voulais, en fait. Ouais, en travaillant quand même avec les autres sur le terrain, mais ça. en arrivant quand même à trouver un équilibre avec des temps où tu es un peu plus seule. Ouais. Et du coup, est-ce que ton diagnostic, il a changé des choses pour toi? Est-ce que tu as eu cette sensation de presque avoir un mode d'emploi de ton cerveau? Alors, un mode d'emploi, oui et non, parce que... Alors, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Clochait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que... Qui était différent. C'est ça. Parce que toute ma vie, je me suis sentie différente des autres, pas à ma place, comme si j'étais à l'écart, quoi. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait, j'étais en mode, OK, qu'est-ce que je fous là? Et quand on reçoit le diagnostic, il y a plein de choses qui s'éclairent en mode « Ah, c'est pour ça en fait que ça fonctionne pas, c'est pour ça que je me sens à part, c'est pour ça que je peux pas fonctionner quand il y a du bruit autour, ou des grosses lumières, enfin bref. » Et je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire. Non, t'inquiète, tout va bien. Et c'était quoi la question encore? Qu'est-ce que ça a changé pour toi professionnellement d'avoir ton diag? Et du coup, oui, il y a plusieurs choses qui s'éclairent sur ton fonctionnement, mais tu dois déconstruire tellement de choses et ça te prend tellement d'énergie que t'en perds le fil et que même si tu sais que, par exemple, les lumières fortes, ça va pas être bien pour toi, tu vas avoir tendance à l'oublier parce que tu l'as pas encore intégré. Donc, ouais, il y a un mode d'emploi, mais qui met du temps, je trouve, à être intégré. Ok. Merci Sandrine. On va enchaîner là maintenant qu'on t'a un petit peu cerné, qu'on a un peu débrief de ton parcours. On va aller un petit peu plus loin et on va rentrer dans le dur. Ouais, on adore. Donc là, dans tout ton parcours, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile? Avoir une routine où les gens sont intégrés dedans. C'est-à-dire me lever tous les matins, mettre un masque pour aller travailler, garder ce masque toute la journée parce que c'est épuisant en fait d'être cordial, d'être jovial, le small talk, de parler devant la machine à café, comment ça a été ton week-end alors que tu t'en bats. C'est le plus dur. Voilà. T'as le droit de dire on s'en bat parce que je peux mettre des bips au montage. D'accord. Je l'ai chuchoté du coup. Ouais, mais t'as le droit d'être un peu vulgaire. Même en ASMR ou pas en ASMR, on fait ce qu'on veut. Ouais, effectivement, parce que le masque social, c'est épuisant. Et est-ce que t'as réussi, là maintenant, dans ton métier avec des artistes, dans la culture et tout, tu vas un peu sur le terrain, forcément, pour faire des photos, pour faire les stories, etc. Est-ce que maintenant que tu es, toi, toute seule, même s'il y a des gens autour malgré tout, maintenant, toi, en étant à ton compte, est-ce que tu ressens encore le besoin de ce masque-là? Non, parce que je le dis ouvertement que je suis autiste maintenant. Parce que je le sais, donc je peux mettre un mot dessus, donc je le dis ouvertement. Et les gens sont au courant, et même s'ils ne sont pas au courant, en fait, c'est moi, et j'ai plus envie de me cacher, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie qu'une collaboration commence sur un mensonge. Donc, t'as envie de travailler avec moi, viens, c'est cool. T'as pas envie, ok, je comprends. C'est juste pas adapté. Mais ça se passe bien maintenant sur le terrain, c'est plutôt chill, en fait, maintenant.
Et tu arrives du coup à expliquer au client, parce que j'ai cette différence-là, bah, je vais fonctionner comme ci, comme ça, ou juste je leur dis, bah, je suis autiste, bisous. Non, ouais, je suis autiste, bisous. Ok. Non, parce que après, je suis dans le milieu professionnel, on va dire que je suis extrêmement carrée. En tout cas, j'essaye de l'être et je suis dans la communication. S'il y a un problème, on le dit. S'il n'y en a pas, on le dit aussi parce que c'est aussi cool de dire quand les choses vont bien. Et non, il y a pas de difficulté, on va dire, à cause de mon autisme dans mon travail parce que bah, déjà, en fait, je m'organise comme je veux. Donc, quand quelqu'un m'appelle et que je suis pas dispo, bah, je suis désolée, je suis pas dispo, mais vas-y, on en parle demain, quoi. Mm. Donc, en fait, tout le monde s'adapte de par mon statut de freelance, quoi. Ok. Et donc toi, ça te permet aussi de retrouver un équilibre un peu différent Ouais. et de petit à petit, toi aussi, trouver ton rythme. Bah, on va dire que je suis encore en pleine guérison. J'ai fait mon Ouais. burn-out il y a 2 ans et c'est quelque chose dont on... Enfin, c'est compliqué à s'en sortir en fait. C'est la fatigue, c'est épuisant, elle est là, elle est ancrée en toi, elle est ancrée dans ton corps. Et moi, 2 ans après, bientôt 2 ans, 1er septembre, on fête les 2 ans, wouhou. Ouh. Je suis encore fatiguée et je ressens encore ces choses-là, tu vois. Donc, être freelance, ça me permet de travailler le matin, être focus de 8h à 14h, par exemple, et d'aller dormir après. Ça, Ouais. c'est chouette. Ça, c'est une vraie liberté en fait qui te permet d'écouter ton rythme Ouais. au final. Et ce que Ouais. toi tu es, ce dont toi tu as besoin. Oui. Ouais, bah ça c'est vachement bien, mine de rien. Oui. Bravo pour ça. Bah, quand ton corps te force à apprendre ça, en fait, et que tu arrives à le faire, tu es en mode, ok, j'ai bien appris la leçon. Ouais. Et là, tu retombes pas, tu te laisses pas retomber justement Non. parce que tes projets sont sympas. Et en fait, tu tombes pas dans le piège de ta propre liberté. Non. Parce que ça, souvent, c'est le piège aussi de te dire, bah, je fais ce que je veux, du coup, bah, je bosse tout le temps et on verra après, quoi. Bah, après, je me suis rendu compte que c'était cool de bosser parce que j'adore mon travail, j'adore avec les gens avec qui je travaille plutôt. Mon métier est créatif, franchement, j'adore ce que je fais. Je peux pas, j'adore. Mais j'adore aussi ma vie à moi. J'adore mes animaux, j'adore aller marcher dans la nature, j'adore avoir du temps pour moi. Et c'est ce que le salariat ne m'offrait plus. Et c'est ce que mon corps m'a fait comprendre. Donc ouais, avoir son rythme, c'est cool. Oui, et puis il y a aussi le fond de on accepte que c'est des postes pour les réseaux sociaux et qu'on fait pas des opérations à cœur ouvert et que Bah, si c'est t'es ça, fatigué, t'as le droit de dormir, quoi. c'est pas vital, quoi. Allez, c'est pas grave, ton post il est pas posté à l'heure, bah tu le postes 10 minutes après. Bon, ok, l'algorithme sera moins clément, on va dire, mais tu seras là derrière en support pour aller commenter, pour aller mettre en story, pour faire ton taf, quoi, tout simplement. Donc il n'y a pas mort d'homme. Et si c'est pas fait tout de suite, ce sera fait demain, donc très bien. Bah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, avant de commencer en free? Avant de commencer en free, tout l'administratif qu'on doit faire. Ah oui, mon Dieu. Parce que le free, c'est cool. Depuis tout à l'heure, on en parle. Ouais, j'ai mon rythme, trop bien. Mais la compta, l'URSSAF, les impôts, le cauchemar. Ouais, prospecter les clients. Quand tu prospectes un client, il faut que tu sois au courant de tout ce qu'il fait, que tu proposes un truc. En fait, tout ce qu'il y a dans une entreprise, tous les gens qui aident dans une entreprise, tu te retrouves toi toute seule à le faire. Et c'est hyper prenant. Et il n'y a pas que la partie cool du travail qu'il y a, il y a aussi toute cette petite partie paperasse qui est immense. Et il faut prendre conscience de ça. Ah oui, il faut clairement en prendre conscience parce que... en fait, tu vois, c'est pas dire, ouais, le free, c'est génial parce que, comme on disait même sur la question juste avant, si tu fais pas gaffe, tu peux vite devenir esclave de ta prison dorée, quoi. Et effectivement, les papiers, on sous-estime. Et surtout, si tu fais une bêtise... Ah ouais, c'est la mort. Ah ouais, moi, pour l'instant, ça va. Mais j'ai moi aussi cette anxiété de me dire, mon Dieu, faut que je fasse tout bien. Parce qu'au moindre pépin, les conséquences, elles sont pour toi. À la ligne près, au chiffre près, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un petit stress. Un petit stress. Et là, sur ton parcours, de manière générale, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment ? Je pense qu'après ma première expérience de freelance, je ne serais pas allée dans le salariat. J'aurais peut-être dû me laisser un peu plus de temps, me faire confiance
et me laisser une chance en fait de continuer en freelance sur le terrain réunionnais, même si personne ne me connaissait. Parce que je le vois aujourd'hui, en fait, l'expérience en salariat, bah, c'est cool, ça m'a ramené des copains, ça m'a ramené une expérience négative peut-être, mais qui m'a beaucoup appris. Mais niveau taf, que dalle quoi. Ouais, niveau taf, c'était pas enrichissant. Et bon, au final, ton burn-out t'a amené ton diagnostic qui aujourd'hui t'aide. Mais bon, Non, ouais, je me serais laissé une chance, vraiment. ouais. Je me serais fait confiance. Mais après, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui Ah est bon très présent. Mais c'est fou ça, c'est si rare. Ça ne touche personne dans ce Ça monde. ne touche personne dans ce monde. Puis rarement les gens neuroatypiques, c'est fou. Non, ouais. C'est complètement dingue, vraiment, c'est hors norme. Mais ouais, tu te serais fait plus confiance. Quoi. Ouais. Tu penses que tu t'es pas fait assez confiance? Ah, je me suis pas du tout fait confiance. Ouais, Alors que ça tournait. ouais, carrément. Enfin, j'aurais pu en fait finir mes contrats d'Hexagone, prendre 2-3 petites vacances ici et là, et voir en fait ce que la vie m'amenait. Et ça aurait été tout aussi cool. Et peut-être que ça se serait bien passé. Mais non, en fait, on est tellement dans une société où il faut faire de l'argent, il faut être productif, que j'ai paniqué et j'ai postulé un peu partout et j'ai été prise dans une entreprise et en fait, ça s'est mal passé. Ouais, t'as eu ce truc de il faut que je rentre dans le moule, il faut que je fasse comme tout le monde, que j'ai mon 8h-17h. C'est ce qu'on m'a toujours appris en même temps. C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. On nous formate à aller à l'école, à s'asseoir sur une chaise, à travailler, à apprendre, à reconstituer ce que tu as appris. Et c'est ça toute ta vie. Sauf que moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Et c'était facile de paniquer, en fait, et de se dire, ouais, mais je vais faire quoi, en fait je ne peux pas aller danser avec des petits tous les mercredis après-midi. Oui, parce que j'ai fait ça aussi. J'ai été assistante professeure de danse classique, alors que je ne fais pas de danse classique. J'ai fait ça dans ma vie. Et c'était cool, franchement, c'était trop bien. Mais ouais, c'était pas assez rentable, on va dire, pour une société capitaliste comme celle-ci. Ouais, parce que tu t'étais dit, oui, il faut que je rentre tant. C'est ça. Et parce que sinon, pas de sécu, mon Dieu, comment je vais faire? Et s'il y a un pépin, il faut que j'ai tant de côté. C'est exactement ça. Ah mon Dieu, au secours, non, prends pas de vacances, surtout pas. Voilà. Ouais. Ça sent le vécu, non? Tu veux en Moi? Non, c'est pas moi le sujet, d'accord? C'est absolument pas moi le sujet. Et donc, on va enchaîner sur la prochaine question, vu que c'est pas moi le sujet. Encore une fois, dans ton parcours global, quel échec t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu en as retiré? C'est le burn-out. Alors, j'arrête pas d'en parler, mais je pense que c'est parce que c'est récent aussi et parce que ça a impacté tellement de trucs, mais c'est le fait, plus que le burn-out, parce que quand tu t'écroules, écoute, tu t'écroules, voilà, tu prends le temps qu'il faut pour te relever, mais c'est surtout l'avant, c'est surtout tous les signes que ton corps t'envoie, tous les signes de t'as envie de pleurer au taf, tu vois tes collègues tomber les uns après les autres, tu rentres du travail, tu es fatigué, tu te réveilles le lendemain, tu es fatigué. Tous ces petits signes-là, j'aurais aimé les écouter plus et me rendre compte que ça impactait ma santé. Ouais. Ça, c'est le plus gros échec, on va dire, dans mon parcours. Pourquoi tu vois ça comme un échec? Parce qu'on a tous des curseurs différents d'échecs. Mais Pourquoi je vois ça comme un échec? Parce que je vois ça comme un échec, mais en même temps, c'est une leçon. C'est plus une leçon, en fait. Parce que moi, j'ai eu plein d'échecs dans mon parcours professionnel, mais ça m'a toujours appris quelque chose. Et j'arrive à en faire une force. Sauf que ça, c'est vraiment le truc que je regrette le plus. C'est de ne pas m'écouter en général. C'est juste ça. Et ça revient sans cesse dans ma vie. Et je m'étais toujours dit, vas-y, maintenant tu t'écoutes, maintenant tu écoutes ton corps. Bam, burn-out. Mais comment ça? Mais pourquoi? Mais ça, je pense que c'est très humain d'avoir notre corps qui nous envoie des signaux d'alerte et on les écoute pas, mais ça marche pour tout. Ça marche, t'es à un endroit, t'as une intuition et il se passe une dinguerie, t'es dans une relation amoureuse ou d'amitié nulle, ton corps t'envoie des signaux, tu les écoutes pas et en fait après c'est le drame. C'est parce qu'on aime le déni, c'est tout. mais la couverture du déni est confortable, je vais le dire à chaque épisode. Mais c'est une réalité qui est quand même assez puissante. Et est-ce qu'il y a des choses que par exemple, sur le moment, tu l'as pas capté comme ça, en dehors du burn-out, mais que tu as vu comme un échec plus tard? Ou inversement, des choses que tu as vécues comme un échec sur le moment, et où en fait, avec du recul, tu t'es dit heureusement que ça s'est passé comme ça, quoi. En vrai, le burn-out, heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que
si j'avais trouvé des alternatives pour pallier ça, j'aurais peut-être fait plus longtemps dans cette entreprise. Ouais. Et non, vraiment pas envie de faire plus longtemps dans cette entreprise. C'est pas du tout l'un de mes projets dans ma vie, plus jamais ça. Donc ça, je suis contente. Et après, enfin non, là, comme ça, je vois pas. Ok. Mais ça me va aussi. Hein. Une non-réponse est autorisée. Ok. Vraiment, on Ça va fait être de mal à personne hein, ici, même si on nous répond pas, c'est pas grave. Et dans le fait de retourner vers le freelance, parce que tu aurais pu aussi dire, je me repose et je vais vers une autre boîte plus saine. Mhm. À part le burn-out, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments où tu t'es dit, ah, là, ça, il faut que j'arrête. Là, c'est stop. C'est plutôt quelque chose que je voulais retrouver. On va dire la tranquillité. En fait, j'avais plus envie de faire des réunions sans cesse. J'avais envie de me concentrer sur mon travail. En fait, j'ai un métier qui est créatif, donc forcément, je suis obligée d'avoir des temps de repos de cerveau pour pouvoir élaborer toute une stratégie de communication. Et avec les réunions sans cesse, j'avais plus le temps de faire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais retrouver. J'avais envie de retrouver l'essence même de mon travail. J'avais un poste de responsable digital, on va dire. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Moi, je suis une exécutante et j'adore faire ce que je fais. Et c'est ça que je voulais retrouver. Et je savais que en retournant dans une autre entreprise, ça allait être pareil. Même en tant qu'exécutante, en fait, tu as des réunions sans cesse, tu dois rendre des comptes à chaque fois, alors que quand tu es en freelance, yes, tu dois rendre des comptes, mais en fait, tu as le temps de faire tout ton process avant, tu as le temps de construire tout ça avant et de rendre le projet après et de dire, bon, voilà, moi j'ai prévu ça, qu'est-ce que tu en penses? Ok, tu as des modifications, ok, on les fait ensemble, et après, je mets en application. Mais ouais, échapper à la réunionnite aiguë. Ouais, mais ça, je trouve ça fou, en fait. J'ai fait... Non, mais attends, mais il faut qu'on en parle, ça, c'est un problème à La Réunion, par contre. Les gens aiment s'entendre parler. C'est partout. Ben, en Hexagone, tu vois, j'étais en maison d'édition jeunesse. On avait des réunions qui duraient 30 minutes max. Et ça, une fois par semaine, tu vois. Dans le taf où j'étais là à La Réunion, c'était quasi tous les jours pour s'entendre dire tu préfères du bleu ou du rouge? Bah, on s'en bat un peu à un moment donné, choisis. Moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas moi, c'est pas mon entreprise, tu vois. Toi, choisis, tu me dis, moi, je fais. Et c'est que des trucs comme ça. Les gens aiment s'entendre parler. Enfin, je trouve ça complètement fou, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et les réunions aiguës de réunion sur réunion sur réunion sur réunion, et au final tu travailles jamais. Mais c'est ça. Et du coup les gens ils sont débordés parce qu'ils sont en retard parce qu'ils travaillent jamais. Du coup ils sont stressés. Du coup ils font des burn-out. Et tu te dis que ceux qui font ces réunions-là, qui aiment s'entendre parler, sont généralement ceux qui sont le plus payés dans cette boîte. Du coup, il y a un déséquilibre entre ceux qui font, qui ont envie de faire, ceux qui ne font pas et qui n'ont pas envie de faire, mais qui sont méga payés. Toi, tu es là, tu fais, mais il est où le curseur de la justice, là? Nulle part. Caché. C'est ça. Caché, c'est un escape game. Et donc là, ça c'est bon, c'est fini. Yes. Maintenant, tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées dont tu aimerais parler? On a fait les gens, les codes sociaux, ça, voilà, on en a parlé un peu, je pense. Les réunions, on en a parlé. En vrai, je vois pas. Je sais pas. Tu as peut-être des choses que tu aurais aimé dire au toi d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça va bien se passer. Oh. Non, c'est cool. Oh, j'ai les larmes, je suis émue. Non, ça va bien se passer parce que tu vas en chier. C'est chaud. Il n'y a pas que des... Ah, c'est ça aussi. Il n'y a pas que des gens bien sur cette terre. C'est con à dire, hein, mais tout le monde ne te veut pas du bien. Et ça, il faut en prendre conscience. Et moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à décoder chez les autres. Et que je pense que je n'arriverai jamais à décoder chez les autres. Donc, je me fais souvent avoir. Et à chaque fois, je suis surprise en mode « Oh, bah non, pas lui !» Bah si. Tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là. Mais ça fait partie du spectre aussi, Ouais. de ne pas voir ce genre de signaux. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, parce que tu sais que ça peut faire partie de ton spectre, est-ce que tu as réussi, par exemple, à t'entourer suffisamment, ou en tout cas au moins de bonnes personnes qui te veulent du bien, pour réussir à voir ces signaux-là, ou pour qu'on t'aide à voir ces signaux-là?
Alors, dans la vie personnelle, oui, carrément. Dans la vie professionnelle, étant donné que je suis en freelance et que je travaille toute seule, non. Mais j'ai décidé que c'était pas grave. Ah, Parce que, en fait, ça fait partie de moi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Et que si je me fais avoir, et écoute, c'est une expérience de plus, allons-y. Au moins, je saurai que cette personne-là, plus jamais. Tu sais, j'ai une petite blacklist bien fournie dans ma tête, tu vois. Mais non, ça me dérange pas en fait de me faire avoir. C'est juste que je suis toujours surprise par l'espèce humaine et par le degré de méchanceté de certaines personnes. Moi, ça me vient pas à l'esprit de travailler avec quelqu'un pour foutre la personne dans le fond, tu vois. Et ça me permet juste de voir ça. Et si il y a encore ce genre d'expérience, écoute, c'est qu'il y a encore ce genre d'expérience, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher d'être gentille, ça va pas m'empêcher de bien faire mon travail, ça va pas m'empêcher de sourire. Et c'est tout. Enfin, j'ai pas envie spécialement de voir le mal en chaque personne. C'est triste un peu de voir le mal en chaque personne. ah mais oui. Oui. C'est hyper triste, ouais. Non, c'est pas pour moi. Ouais, bah c'est du coup c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une note un peu sympa pour enchaîner sur la suite et pouvoir dire qu'il n'y a pas que des galères et qu'on peut aussi parler de trucs un peu sympas. La partie cool. La partie cool. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ce que tu fais et dans ce que tu as pu faire ? Voir les gens créer. C'est-à-dire ? J'ai la chance d'avoir travaillé avec des auteurs et des autrices, avec des chanteurs, des chanteuses, avec des danseurs, des danseuses. Et je vois le processus de création qui est différent pour chaque discipline. Et ça, c'est un de mes plus gros kiffs. Parce que moi, j'adore prendre ce que quelqu'un a créé et le mettre dans l'ordre. Par exemple, là, je travaille avec un artiste, on a commencé une nouvelle collaboration. Il a plein de contenu à mettre sur les réseaux sociaux. Il me fait, voilà, je te file un dossier, on en fait quoi ? Et moi, je suis là, je pioche, je mets tout dans un ordre pour créer une stratégie digitale. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est de créer à partir de ce que les autres créent. Voilà, je trouve ça trop cool. Pour que le monde entier y ait accès, quoi. C'est ça, et en plus, je travaille avec des gens hyper bienveillants et tout, et enfin, c'est trop cool. Enfin, voilà. Ok. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fière ? Genre tu sais, ce projet que tu raconteras encore quand tu seras sénile ? À 13 ans, on va venir dans ma vie personnelle. À 13 ans, ma mère, je lisais beaucoup et elle m'offre La quête des Willan, écrit par Pierre Bottero. Elle m'offre 3 livres comme ça en me disant ouais, la libraire, elle m'a dit ça peut être cool, ça peut être sympa pour toi, tiens, lis quoi. Et moi, je lis ça et je suis en mode je veux faire ça. Je veux faire rêver les gens, je veux faire rêver les gens comme ce mec, il a fait rêver les gens. Et donc, je commence à écrire, je commence à m'intéresser au domaine de l'édition. Et plusieurs années plus tard, 20 ans plus tard, non, 10 ans plus tard, je ne sais même pas compter, tu sais, j'arrive à Paris, il faut que je trouve une alternance pour mon master et je travaille dans la maison d'édition qui a édité ce mec-là. Je travaille exactement pour ce mec-là. Bon, le gars était décédé. Mais tu travailles pour son travail. Ouais, je travaille pour mettre ses livres en avant et tout. Et je trouve ça trop cool, en fait, à 13 ans, tu te dis, je veux faire ça, et je veux faire comme lui, et tu te retrouves à 23 ans, voilà, je travaille pour ses rééditions à lui, je travaille pour sa famille, pour ses ayants droit, et en plus, il y a eu les 10 ans de son décès, et on avait fait une petite, je sais plus comment, des conférences à un salon du livre à Paris, et c'était moi qui organisais ça, tu vois. Et quand tu te dis... t'as 13 ans, t'es fan, et qu'à 23, t'es en mode « Putain, c'est mon taf ». Trop cool. Trop cool de faire ça. Ah ouais, dingue. Donc ça, je veux m'en rappeler tout le temps. Vraiment. Ouais, mais franchement, ça se comprend, ça fait sens. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait essayer de se lancer dans un parcours similaire ou qui, peut-être là, se serait reconnu dans ton histoire ? Accroche-toi, quoi. Pardon, je suis vulgaire. Non, je mettrai beaucoup de bip. Accroche-toi, forme-toi, parce qu'on voit beaucoup de community managers qui sortent, on va dire, des formations à 250 € pendant 2 jours. Ah, au secours. Me lance pas là-dessus. Parlons-en. Forme-toi réellement. Continue à faire de la veille, même quand tu as commencé à travailler.
Sois toi-même, parce que c'est ta personnalité qui fera tout, mais tout, vraiment tout. Moi, je le vois par rapport au réseau que je gère. Évidemment, il faut que je m'adapte à l'artiste qui est en face de moi, mais si l'artiste n'a pas confiance en moi et n'a pas confiance en mon humour ou à ma façon de parler, chaud. Oui. C'est chaud. Oui, toi aussi, tu travaillerais pas avec des gens avec qui il n'y a pas un minimum d'atomes crochus. Non. Non, c'est pas possible. On est d'accord. On est d'accord. Et quelqu'un qui, par exemple, pourrait vivre le même malaise que toi, tu as vécu dans ta dernière expérience salariée avant d'avoir ton diag, Fuis. Fuis. Non, écoute-toi, pose un arrêt maladie. C'est con à dire, hein, mais moi, je vois là des potes qui sont dans ce cas-là, et à chaque fois, je leur dis, pose un arrêt. Ben non, je peux pas, je serai pas payée. Tu vois, Ouais. tout revient à l'argent. Mais en fait, ta santé mentale, ta santé tout court, vaut bien plus que tous les euros que tu vas gagner un jour dans ta vie. De toute manière, si tu es au bout du bout et que tu te pètes la gueule demain et que tu te relèves pas, ton argent, il fait quoi? Il dort sur un compte, on s'en fout, tu vois. Donc, privilégie-toi. C'était pas français, ça. On s'en fout, on fait ce qu'on veut, on invente des mots ici, on fait ce qu'on veut. Mais ouais, pose un arrêt, repose-toi, écoute-toi, sors de cet environnement toxique, sois toi-même et sois gentil. Non, ouais, j'avoue, être gentil, c'est tellement important. Cool. C'est tellement une qualité dévalorisée dans notre société. Tu sais, quand on te dit, il est comment? Ouais, il est gentil. Alors que, tu sais, moi, quand je veux dire il est gentil, tu vois, ça va être genre, et c'est trop bien. Tu vois, c'est sous-entendu et c'est génial. Alors qu'il y en a dans leur bouche quand ils vont dire, il est gentil. Hein. C'est vrai, un peu. Non, il est con, quoi. Ouais, et en vrai, chiant, quoi. Ouais. Chiant parce qu'on a besoin d'un peu de gentillesse dans ce monde de brut. C'est une vraie qualité. Hein. On en parle pas carrément. assez. Mais carrément. Et c'est une autre question que je voulais te poser là. Est-ce que c'est difficile, ça, d'avoir ce genre de diagnostic? Est-ce que c'est un parcours qui est lourd? Est-ce que c'est un parcours que toi, à un moment, tu t'es dit, ah, vas-y, j'arrête, ça me gonfle? Ouais. En fait, c'est long. Déjà, on te dit, c'est à la mode en ce moment. Ah oui, mais ça... C'est comme l'endométriose, tu vois. Ah, c'est à la mode, tout le monde se fait diagnostiquer aujourd'hui. En fait, tout le monde se fait diagnostiquer parce qu'on en sait peut-être plus sur la maladie. En fait, c'est pas qu'il y en a plus, c'est que c'est à la mode, c'est juste qu'avant, c'était pas diagnostiqué. C'est ça, maladie et trouble. Hein. Endométriose, maladie, trouble, autisme. Enfin, l'autisme n'est pas une maladie. Mais alors, est-ce que c'est long? Oui. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé ce taf de salariat, j'étais en plein questionnement. Parce qu'on parlait beaucoup de haut potentiel intellectuel et j'étais en mode, peut-être que je suis comme ça. Je me retrouve vachement dans les trucs. Et après, plus je regardais, plus je voyais que c'était du bullshit. J'étais en mode, non, en fait, je suis juste con, quoi. non, je suis pas HPI du tout. Non. Et puis, en fait, tu continues à faire tes recherches et tu te dis, peut-être que, en fait, l'autisme, il y a ça aussi. Je me retrouvais aussi dans le TDAH. Et j'étais en mode, l'autodiagnostic, on ne sait pas ce que ça peut donner. Tu vois, on peut se donner une étiquette, en fait, et être totalement à côté de la plaque. Et quand je prends mon rendez-vous chez la psy, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le premier rendez-vous, c'est « Madame, je crois que je fais un burn-out, je vais pleurer ». Et le deuxième rendez-vous, c'est « Je crois que je suis autiste, on peut vérifier un petit truc ou pas ?» Et elle m'a regardée, elle me fait « Parce que vous aviez encore des doutes ?» Bonjour. C'était que des trucs comme ça, tu vois. Et après, ce qui est chiant en fait dans le diagnostic, c'est qu'il faut que tu te rapproches des personnes qui sont capables de voir l'étendue des dégâts. Sauf que quand tu es autiste, généralement, tu as un petit problème avec l'administration. Bon Mais c'est fou. Tu as un problème à remplir des dossiers, tu as un problème à rester focus, surtout avec un trouble de l'attention, tu vois. C'est dingue. Et quand on te dit, oui, j'aimerais bien me faire diagnostiquer, ok, remplis-nous ce papier de 45 pages. Ah, le cauchemar. On te pose des questions sur quand tu étais petite, est-ce que tu répétais les mots qu'on te disait? Ouais. Et toi, tu dis juste oui, point. Non, faut que tu enchaînes, tu vois. Et une fois que tu as rendu ce dossier-là, tu as 1 an et demi d'attente pour avoir ton rendez-vous. C'est si long, mais c'est si long. Donc, tu vois, quand tu es là et que tu as ton dossier de 45 pages et ton 1 an et demi d'attente, tu es en mode, je vais peut-être rester dans le déni. Hein. Après, c'est que tu as 1 an et demi pour remplir 45 pages. Hein. Peut-être que tout est calé comme ça aussi. Hein. Non, parce que tu rends ton dossier. Et après, tu as 1 an et demi. Oh la vache. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées à cause de ça. Ouais. Et moi, à chaque fois que j'en parle à des gens que je rencontre et on en parle et tout de ça, et c'est en mode, moi, je ne l'ai pas fait justement à cause de ça, tu vois. C'est pas fait pour nous, alors que
c'est notre diagnostic à nous. Enfin, c'est trop bizarre comme démarche, je trouve. Ouais, le système n'est pas pensé. Il est pensé pour des personnes sans neurodivergence. C'est ça. Donc en fait, le parcours de diagnostic des neurodivergences Et pas adapté à nous. n'est pas adapté aux personnes Pas du tout. neurodivergentes. Excellent. Voilà. C'est vrai. J'ai pas les mots. Ouais, bienvenue. J'ai pas les mots. Ouais, donc effectivement, ça demande quand même de s'accrocher. Ouais. Et il y en a beaucoup qui décrochent et qui du coup sont toujours perdus, quoi. Qui sont toujours perdus, mais après, on en parle beaucoup. En fait, ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus de comptes sur ça, où tu as de plus en plus de références, où tu peux aller chercher dans les livres, tu peux aller chercher dans des vidéos, et que tu peux toujours te raccrocher à quelque chose en mode « Ah, ok, je fonctionne comme ça parce qu'il y a ça ». Par exemple, trop bête, j'adorais avant aller en boîte de nuit quand j'étais ado. Je déteste ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bruit... je ne saurais même pas expliquer, mais le bruit, c'est comme si mon corps entier réagissait et tous les pores de mon corps sont en mode alerte, 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 alerte. Et il faut que je fuis loin, tu vois. Et ça, je l'ai compris très tard. Pareil avec les gens, je déteste quand on me touche parce que mon corps est tout le temps en mode survie. Parce que je suis tellement en alerte de « alors attends, il faut que je regarde les gens dans les yeux. Alors attends, il faut que je dise bonjour, comment ça va, que j'écoute la personne me parler de son week-end dont je m'en total, tu vois. Et que quand on va me toucher, je serai en mode « Oula !» Non. Non, parce que moi, ça me brûle, tu vois. C'est que des trains comme ça. Ouais. Donc, ouais. Difficulté dans la vie en général. Hein. Ouais. Et avant de clôturer ce sujet-là, si quelqu'un justement se pose des questions parce que il a vu un peu des pistes sur les réseaux sociaux ou en discutant avec des gens ou avec un professeur ou avec un proche ou un collègue ou peu importe, quelqu'un qui se pose des questions, par où on commence ? Avec un psychiatre, psychologue. Ouais, c'est avec une personne compétente dont c'est le métier et qui peut rediriger ensuite vers les centres de l'autisme régionaux, par exemple. Il y a ça aussi comme ressource. Et après, ça aussi pour le diagnostic, je trouve ça compliqué parce que quand tu es enfant, quand tu es un garçon, tout va bien pour te faire diagnostiquer. Quand tu es une fille, oh ben non, elle est gentille, c'est une petite fille, elle est tranquille. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais... Elle est intelligente, elle aime lire. Ouais, c'est ça. Moi, typiquement, c'était ça, tu vois. C'était Sandrine, elle est toujours dans ses livres. Bah ouais, Sandrine, elle est toujours dans ses livres parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'elle aime pas le bruit découvert, parce qu'elle aime pas les gens, parce qu'elle est tout le temps... que des trucs comme ça. Et quand t'es adulte, mais quel enfer. Oh, elle est dans sa bulle. Oh, c'est mignon. Elle a du mal à se faire des copains à l'école. Oh. Tiens, parlons-en, ça, des copains. Mais oui, c'est vrai que ça, ce serait un autre sujet qu'on pourrait développer si longtemps, quoi. Et ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que toi, tu as un outil, une méthode ou une habitude qui, là, aujourd'hui, t'aide dans ton quotidien de créatrice en free ? Mes animaux. Ouais. Mes animaux me permettent d'avoir une routine. Par exemple, je me lève le matin, je nourris les chats, je nourris le chien, je nourris les poules. Ça, c'est vraiment la routine du matin qui me permet de remettre mes idées en place avant de me mettre vraiment à fonctionner. Parce que ça, je suis en mode survie. Et c'est ma bouée de secours. Je sais toujours que si j'ai un problème, si j'ai une petite panique, si j'ai un shutdown, je pourrais toujours me tourner vers eux, aller dans la nature et expulser et revenir après dans le travail. Et je pense que c'est aussi ça qui me permet d'être créative, c'est d'avoir des bulles de rien, en fait, ou des bulles où je suis en sécurité. Et il faut trouver la sienne. Moi, c'est mes animaux. Ouais, toi, c'est tes animaux. Ok, merci. Et maintenant, pour terminer, on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Oh, waouh. Oh, wow, l'avenir, l'univers. Là, pour aujourd'hui, demain, c'est quoi tes projets, tes envies ? Les vacances. Mais ouais, je vais prendre des vacances à court terme, c'est ça. Je pars en voyage avec mon papa. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, j'aimerais continuer de travailler avec des gens qui sont bienveillants, toujours dans la culture. J'adore faire des concerts, j'adore aller en concert, donc je veux continuer, s'il vous plaît, les artistes musique, contactez-moi. Je vous jure, je fais du bon travail. Je vous jure, elle fait du bon travail. Ouais, écoutez-la.
Je veux continuer à faire ça, en fait, parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Je veux continuer à travailler dans les livres parce que je trouve ça important pour les générations, les jeunes générations. C'est un outil incroyable, le livre. Et ouais, à long terme, continuer comme ça. J'ai pas spécialement envie d'ouvrir une agence de com, de devenir responsable de quelque chose. Moi, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'ambition chez moi. C'est être cool, être chill, faire ce que j'aime. Et si ça fonctionne, tant mieux. Mais tu sais que être chill, c'est une ambition, hein, Ouais, en fait. voilà, très bien. Tu vois. Et c'est là où on peut revenir aussi aux perceptions sociétales de l'ambition, chacun la sienne. Son niveau, tu vois, tout le monde va avoir son propre niveau d'échec, son propre niveau d'ambition. Et en fait, être chill, bah, mine de rien, tu vois, tu sais, tu dis ça comme si c'était un truc genre. C'est parce qu'on t'apprend, encore une fois, tout le temps à te dire bah là, tu vas commencer au bas de l'échelle et tu vas grimper au fur et à mesure, tu vois. C'est ce qu'on t'apprend, même à l'école. Bon, bah, tu fais ton brevet, ton bac, Ouais. ton DUT ou ta licence, ton petit master, allez, petit doctorat si tu as envie. Et on te dit toujours plus, va toujours plus loin, fais toujours plus, tu as les capacités pour faire plus, fais-le. Bah, moi, j'ai pas envie. Bah, toi, t'as envie d'être toujours plus chill. Et en vrai, être chill, à mon sens, surtout quand on est à son compte, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, carrément. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, quoi. Et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu veux vraiment mettre derrière toi où tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour? Je pense pas. Enfin, je pense qu'à un moment donné dans ma vie, je vais retourner dans le domaine dans lequel j'étais avant, quand j'étais en salariat, donc les médias en général. Hein, je ne parle pas d'un média en particulier, parce que j'aime ça. C'est quelque chose, c'est un domaine qui est dur, qui est rempli de requins, mais qui est tellement cool à travailler. Il est trop bien, tu vois. Donc, j'ai pas du tout envie de le mettre derrière moi. Au contraire, j'ai envie d'en apprendre toujours un peu plus là-dessus, mais de manière différente. Maintenant, j'ai les armes pour faire différemment, donc let's go, quoi. Ouais, parce que là, tu es encore aussi sur un chemin où tu apprends à te connaître, etc. C'est Et ça. peut-être qu'en te connaissant un peu mieux, tu pourras resurvivre à la vie salariée. C'est même pas. Alors, non, le salariat, c'est sûr, je mets de côté. Ok, ouais, d'accord. Le salariat, Ouais, c'est. Non, le salariat, c'est sûr que ce n'est pas pour moi, pour plein de raisons différentes. Alors, bien sûr, la sécurité financière, c'est ce qui est génial. Et ça te permet de ne pas paniquer en fin de mois en mode ah mince, j'ai pas de clients pour le mois prochain. Mais il y a trop d'aspects négatifs pour moi dans le salariat et j'ai trop une liberté de quand je suis à mon bureau, bah je vais à mon bureau à l'heure que je veux, je regarde toutes mes séries quand je suis en train de travailler. Enfin, comment dire, je ne dérange personne. Je suis seule, je fais mon taf et c'est très bien. Donc le salariat, non, ça je mettrai de côté complètement. Ok. Mais complètement, ça me gît jamais l'œil. Jamais. Never. Berk. Berk. Ok, ouais, ça s'entend. Franchement, ça s'entend. Et qu'est-ce qui te motive pour la suite, toi? Tu vois, de te dire, bah, ok, là, j'ai des contrats qui vont se terminer, machin, etc. Qu'est-ce qui, toi, va te dire, allez, on continue, on lâche rien. Mais parce que je veux me rendre fière. Je veux me rendre fière dans le sens où, ok, là, il y a un contrat qui se termine. Bah, je veux trouver quelque chose d'autre dans lequel je puisse m'épanouir et me dire à la fin, ouais, c'était cool. Vas-y, on recommence. C'est ça, en fait. Enfin, moi, je m'en fous un peu de... Si je gagne de l'argent, payez-moi. Franchement, cool, je pars en voyage, très bien. C'est une démotivation aussi. Ma famille aussi, c'est une démotivation. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, c'est vas-y, viens, on s'éclate. Ouais. C'est beau. Je sais. Ah, c'est beau, c'est trop beau. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote ou un petit tips bonus à nous partager avant de conclure? Une anecdote? Tu veux une anecdote dans quel genre Mais dans le genre que tu veux, en vrai. Ou un petit tips soyez organisé et rigoureux. Ah ouais. Becherel. Mon tips, achetez-vous un Becherel et un dictionnaire. Oui, pitié. Voilà, tous ceux qui sortent des écoles de communication, là, lisez des livres et achetez un Becherel, s'il vous plaît. Ah ouais, on n'en peut plus. Mais ça me fait halluciner aussi des pages de grandes marques où il y a des fautes d'orthographe. Alors que tu dis qu'il y a quand même, je sais pas, ChatGPT, l'autocorrecteur sur Word, enfin Google, où tu peux vérifier. Enfin, non, les gens ont juste la flemme de vérifier. Et ils ont juste la flemme d'apprendre la grammaire, tout simplement. Leur langue, qui est le français, ou le créole d'ailleurs. Donc ouais, achetez-vous un Becherel, ça c'est
un conseil que je ne dirai jamais assez. Eh bien, c'est un excellent conseil. Et si on veut te contacter, te suivre, voir ton travail, où est-ce qu'on va ? Sur Instagram, Sandrine Rigaud, je crois que c'est Sandrine_Rigaud, R-I-G-O, et Sandrine S-A-N-D-R-I-N-E. Voilà. Ok, dans tous les cas, je le mettrai dans les liens dans la Je description. parle de mon chat, de mon chien, de moi. Venez, on rigole bien. Et tu partages aussi le travail que tu fais avec tes clients, qui sont plutôt stylés. Et on balance pas de nom, comme ça les gens ils vont voir que tu as des clients trop stylés. Et voilà, c'était Sandrine Rigaud sur Oh, ça va, hein ? Merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi et de nous raconter ton parcours, ton histoire, avec cette particularité que tu as, qui est ta neuroatypie, dont on parle assez peu, et de l'impact que ça a aussi sur ton travail, ton quotidien et ta manière de travailler. Et je vais recommencer ça, parce que c'était de la Je te voyais galérer en mode je galère. Ah, c'est ouf. Et c'est ouf, mais en fait, comme je t'écoutais, j'ai un peu déconnecté. Donc là, il faut que je reconnecte et que je réfléchisse. Tu veux que je te la fasse, moi, Tu veux la faire, la conclusion ? Faut que je regarde où ? Là. Celle-là ? Ouais. Merci à tous, c'était le 4e épisode de Oh ça va, hein, avec Sandrine Rigaud, community manager, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Bisous. Merci. Je vais quand même terminer du coup, parce qu'il manque des morceaux. Merci Sandrine de m'avoir suppléé. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi là où tu écoutes tes podcasts préférés. Tu peux aussi nous laisser une note, idéalement de 5 étoiles. Tu peux liker, partager et nous envoyer un message sur Instagram. Oh ça va, hein ? C'était l'épisode 4. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le 5e. La bise.